Le Maroc est en train de complètement redessiner la carte industrielle de l'Afrique. Aujourd'hui, on va décortiquer comment le royaume est devenu une véritable superpuissance de l'automobile, avec un virage stratégique qui pourrait bien inspirer pas mal de monde. Tout commence avec ce chiffre, un chiffre assez impressionnant, 1 million. C'est le cap de production de véhicules que le Maroc s'apprête à franchir. Et ce n'est pas juste un record, non, c'est vraiment le symbole d'une transformation industrielle spectaculaire. Et ce million de véhicules, ça change absolument tout. Avec ce volume, le Maroc détrône officiellement l'Afrique du Sud, qui était le leader historique, et s'impose comme le premier constructeur automobile de tout le continent. On voit que la production sud-africaine augmente aussi, mais elle n'arrive tout simplement plus à suivre le rythme effréné du Maroc. Alors la question c'est comment expliquer une ascension aussi fulgurante? On va regarder ça ensemble, point par point. D'abord, on va voir comment le Maroc est devenu le nouveau roi de l'auto en Afrique. Ensuite, on analysera le plan qui a mené à ce succès, puis on parlera du virage vers l'électrique, des avantages stratégiques uniques du pays, et enfin de ce que l'avenir réserve. Première partie donc, le nouveau roi de l'automobile en Afrique. Et le titre n'est pas du tout une exagération. Le fait que le Maroc prenne la première place, ce n'est pas juste un petit changement dans un classement, non, c'est un véritable séisme industriel à l'échelle de tout le continent. Et pour bien mesurer l'impact, il faut comprendre que c'est gigantesque pour l'économie marocaine. L'automobile est maintenant le premier secteur d'exportation du pays. C'est plus important que les phosphates, qui ont pourtant été une ressource historique, et même plus que l'argent envoyé par les Marocains de l'étranger. Bref, ce n'est plus une industrie parmi d'autres, c'est devenu le moteur de l'économie nationale. On passe à la deuxième partie, le plan derrière ce succès. Parce qu'évidemment, un résultat pareil, ça n'arrive pas du jour au lendemain, par hasard. C'est vraiment l'aboutissement d'une stratégie pensée, méticuleuse et construite sur plus de 15 ans. Cette chronologie nous montre bien les étapes clés. D'abord, l'arrivée de Renault en 2012, un vrai poids lourd qui a vraiment posé les bases de l'écosystème. Ensuite, Stellantis en 2019, qui a confirmé cette dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça continue, avec maintenant des projets 100% locaux, comme Neo Motors, qui se lancent même dans l'électrique. Ça montre que l'industrie locale a vraiment gagné en maturité. Mais attention, le succès ne s'explique pas juste par la présence des usines. La vraie clé, c'est tout l'environnement que le Maroc a su créer. On parle de stabilité politique, bien sûr, mais aussi de zones industrielles clés en main, super attractives, et surtout d'un réseau d'accords de libre-échange en or. Ça ouvre les portes des marchés européens et américains, souvent sans droit de douane. C'est un avantage énorme. Troisième partie, le futur électrique. Parce qu'être le champion des voitures thermiques, c'est bien, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Le Maroc est déjà en train de préparer la suite, la prochaine grande révolution, celle du véhicule électrique. Et ce virage, il n'est pas optionnel, il est absolument essentiel. Pourquoi? À cause du contexte mondial. L'Europe, qui est un marché vital pour les exportations marocaines, a fixé une date butoir très claire. 2035, fin des ventes de voitures thermiques neuves. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une certitude, et ça force toute l'industrie à s'adapter, et vite. Alors pour bien comprendre les enjeux, un petit rappel rapide sur les différentes technologies. D'abord, on a les BEV, les 100% électriques. Pas une goutte d'essence, tout fonctionne sur batterie, qu'il faut bien sûr recharger. C'est un peu l'objectif final du marché. Ensuite, il y a les EV, les hybrides classiques. Là, on a un moteur essence et un petit moteur électrique. La batterie, elle, se recharge toute seule, notamment en freinant. C'est une technologie de transition, pas besoin de se brancher. Et enfin, la solution un peu entre les deux, les PHEV, les hybrides rechargeables. On a une batterie plus grosse qu'on peut brancher à la maison pour faire les trajets du quotidien en tout électrique, et pour les longs voyages, le moteur essence prend le relais. C'est le meilleur des deux mondes pour certains. Quatrième partie, les avantages stratégiques du Maroc. Alors la grande question, c'est pourquoi le Maroc a-t-il une si bonne carte à jouer dans cette course à l'électrique? Eh bien parce que la stratégie du pays va beaucoup plus loin que simplement assembler des voitures. L'idée, c'est de maîtriser toute la chaîne, de la mine jusqu'à la batterie finie. Et voici la pièce maîtresse de ce plan, la Gigafactory Copco. Inaugurée tout récemment en juin 2025, c'est la toute première usine de cette taille sur le continent africain dédiée aux composants pour batterie. C'est un vrai changement de dimension. Pour se rendre compte de l'ambition, regardez ce chiffre. 2 milliards de dollars, c'est l'investissement qui a été mis sur la table. Ça montre bien que le Maroc ne se contente pas de suivre la tendance, non, il investit massivement pour en devenir un des leaders mondiaux. Et concrètement, ces 2 milliards, ça donne quoi? Une capacité de production annuelle de 70 gigawattheures. Pour avoir une idée, c'est assez pour équiper environ 1 million de voitures électriques. Chaque année, c'est tout simplement colossal.
Mais le vrai coup de génie, ce n'est pas juste de produire des batteries, c'est de produire des batteries vertes. Le Maroc s'est fixé un objectif hyper ambitieux, atteindre 52% d'énergie renouvelable dans sa production d'électricité. Et fabriquer des batteries avec de l'électricité propre, c'est un avantage compétitif énorme, surtout pour un marché européen de plus en plus exigeant sur l'empreinte carbone. Et là, on touche à l'arme secrète, l'atout maître du Maroc, ses propres ressources minérales. Le pays possède environ 70% des réserves mondiales de phosphate, un ingrédient clé pour les batteries LFP, une technologie qui explose en ce moment. Il est aussi un producteur majeur de cobalt, indispensable pour les batteries NMC plus performantes. En gros, le Maroc a les matières premières directement sous ses pieds. On arrive à la dernière partie, la route à suivre. Alors, comment est-ce que toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour dessiner l'avenir de cette industrie marocaine ? Eh bien, la stratégie est limpide. L'objectif, c'est de construire une chaîne de valeur 100% intégrée. Ça part de l'extraction des minéraux dans les mines marocaines, puis leur transformation sur place en composants de haute technologie pour les batteries. Ces composants alimentent ensuite les gigafactories et les constructeurs auto locaux pour enfin exporter des véhicules et des batteries made in Morocco partout dans le monde. C'est un écosystème quasi autonome et extrêmement puissant. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question assez vertigineuse. En combinant cette vision stratégique à long terme, ses ressources naturelles uniques et son pari sur l'énergie verte, le Maroc est-il seulement en train de devenir un leader ou est-il carrément en train de créer le tout premier modèle de superpuissance industrielle verte, une sorte de plan directeur que le reste du monde pourrait bien être obligé de suivre ?